Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau reportage de notre média The TN Show. Je suis entouré de mes deux fidèles collaborateurs, Tom ici à ma gauche et Alan à ma droite, qui est rétabli parce que vous avez pu voir que dans la dernière vidéo, Alan était absent puisqu'il était malade. Voilà, donc aujourd'hui nous allons couvrir à Valence la rentrée des jeunes républicains. C'est un plaisir pour notre média d'avoir obtenu l'accréditation presse de la part de LR. Nous allons tenter de réaliser différents reportages avec différentes personnalités chez LR. Voilà, donc on va aussi retranscrire bien sûr les discussions qui se sont tenues lors des tables de débat et puis aussi lors des différents meetings. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre ce reportage jusqu'au bout et à commenter et à le partager si cela vous a intéressé. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on est évidemment tous friands des discours qui vont être prononcés, même si tous très attachés également à l'action. C'est peut-être notre côté gaulliste. Et pour tout vous dire, je me concentrerai sur deux sujets. Le premier, la situation de notre pays et peut-être la politique que conduit ou les erreurs qui sont commises par le gouvernement actuel. Et puis quelques mots sur Valence, puisque vous êtes ici dans la capitale bromoise qui vous accueille. Dans le temps, mais vous êtes certainement trop jeune pour ça, il y avait une chanson, un duo incarné par Dalida et Alain Delon qui avait un fort succès qui s'appelait Parole, Parole. Vous connaissez forcément. Vous connaissez, on a un peu l'impression que ça a été repris par le tandem Emmanuel Macron-Elisabeth Borne ces derniers temps. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils prennent la parole, j'ai l'impression d'entendre ce refrain. Même si, comme le disait notre cher Charles Pasqua, les paroles n'engagent que ceux qui les reçoivent. De temps en temps, on se dit qu'on aurait envie de couper la radio, couper la télé, parce que ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire vraiment trop. Le gouvernement est en passe de remporter le championnat du monde des balivernes, avec les fausses annonces, les déclarations à l'emporte-pièce qui se succèdent. Et si on devait leur remettre une médaille, ce serait celle de l'inefficacité et de l'amateurisme. Le en même temps du chef de l'État, on voit bien qu'il commence à véritablement brouiller les esprits et on ne sait plus s'il y a vraiment une ligne directrice, s'il y a un pilote de l'avion. Évidemment, parmi les sujets qui nous sont chers, à droite, la vraie, il y a le sujet de l'immigration. On nous avait promis qu'on allait voir ce qu'on allait voir, qu'il nous fallait attacher notre ceinture, que ça allait envoyer du lourd et que ça serait pour cette rentrée, et puis plus rien. On nous ressort les vieilles recettes élimées de la gauche. On nous annonce 100% de régularisation, 0% d'expulsion. Et finalement, pas si loin de là où on se trouve, puisque vous savez qu'en France, on exécute les expulsions à 6%, quand en Allemagne, on les exécute à 60%. C'est dire si notre système dysfonctionne et s'il est temps de s'intéresser véritablement à ce sujet.
Et puis voilà, à présent que le chef de l'État, sans en préciser une fois encore les modalités, cette semaine nous annonce accorder, écoutez bien, une réelle autonomie à la Corse. Erreur que même François Hollande, qui pourtant s'y connaissait en égarement, n'avait pas osé commettre. Le chef de l'État, c'est le garant de nos institutions, de notre République une et indivisible, et il la détricote tout sourire. On peut être Corse et Français tout à la fois, nous dit-il avec aplomb. Certainement, mais pas davantage que l'on peut être Berrichon et Français tout à la fois. Que nous dirons donc demain les Basques, les Catalans, les Bretons, lorsqu'ils frapperont à la porte et réclameront une forme d'autonomie, au prétexte qu'ils ne veulent plus participer à la solidarité nationale? On nous parle, en effet, avec raison, de certains quartiers qui font sécession, où les lois de la République reculent, et là, avec notre président, nous sommes dans le x1000 en termes de renoncement. Si redonner de la vigueur à nos provinces, à nos régions, comme le fait si bien ici Laurent Wauquiez, que vous accueillerez demain, redonner de la vigueur à nos provinces et à nos régions, c'est un impératif pour rendre notre pays avec du souffle, avec la vitalité qu'il a tant perdue. Ça nécessite au préalable de restituer à notre État sa pleine autorité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sur le thème de l'autorité, nous sommes à reculons depuis 2012 sans discontinuer. À la décharge de nos amis corses, que j'aime beaucoup, il faut bien avouer que souvent ils réussissent là où nous échouons. En termes de défense de leur culture, la chose est indéniable, à croire que la France ne fait plus rêver. Vous allez me dire que j'exagère, que question accent, on est déjà un peu dans le midi ici à Valence, mais non, soyons honnêtes, on est entre nous, sur quasiment tous les sujets, nous avons un gouvernement qui est hors jeu, et en premier lieu, sur le fond de la sécurité, c'est particulièrement criant. On a trop longtemps laissé se développer l'économie souterraine et l'immigration de masse au nom de la culture de l'excuse, et à présent, l'insécurité gangrène notre société, et face à elle, l'État, les bras ballants, comme hébété, semble totalement impuissant. Ce qui est le plus choquant, me semble-t-il, c'est l'impuissance de notre gouvernement, sur tous les thèmes, à agir sur le réel, à faire respecter nos forces de l'ordre. Qui n'a pas été choqué le week-end dernier de voir des manifestations contre nos forces de l'ordre? C'est juste hallucinant. En tête de ces cortèges, ne les oubliez pas lors des prochaines échéances, n'oubliez pas de les dénoncer. En tête de ces cortèges, ce sont ceux qui seront candidats avec l'étiquette LFI pour diriger nos communes, nos départements, nos régions. Il faut que nous rappelions systématiquement à nos concitoyens à quel point ils sont dangereux, car ils luttent contre ceux qui incarnent l'autorité dans le pays. Il faudra être mobilisés. Tout paravolo, on a vraiment le sentiment qu'il n'y a plus de pilote à bord et que le chef de l'État a perdu le mode d'emploi de l'avion France. Sur tous ces sujets, il serait bien inspiré de ne pas oublier les souffrances des Français et les écouter un peu plus souvent. Les maires de France ont tous été extrêmement choqués des propos qui ont été tenus lundi lorsqu'il annonce que les responsables de la hausse des impôts en France, ce sont les maires. La hausse de la taxe foncière, ce sont les maires. Petit rappel, 85% des maires de France n'ont pas augmenté la taxe foncière cette année, une fois encore. C'est donc faux, c'est le Parlement qui a augmenté de 7% les bases d'imposition. Diffusez-le autour de vous, car les maires de droite sont nombreux, ils sont choqués, vous devez les soutenir. Je vais laisser la place au premier débat. Je ne peux toutefois pas terminer sans vous dire un petit mot sur la ville de Valence qui vous accueille. Vous savez qu'ici, on a un peu de chance, un peu plus de chance que dans d'autres régions. Nous avons une région, je vous le disais tout à l'heure, présidée par Laurent Wauquiez, un département présidé par une présidente LR, Marie-Pierre Mouton, une agglomération et une ville dont j'ai l'honneur de piloter les exécutifs. Et donc, nous sommes raccords et nous pouvons travailler pour une ville qui se laisse facilement aimer si vous prenez le temps de la découvrir un peu. Donc voilà, j'espère que vous aurez le temps de découvrir un peu Valence, un peu la Drôme. Et une nouvelle fois, je voudrais vous souhaiter de passer un bon séjour ici,
une bonne rentrée des jeunes LR. Un grand merci à Guilhem Carayon, à toute son équipe et à Alexandre. Je vous laisse sans vraiment vous quitter parce que demain j'aurai le plaisir de dire un petit mot très court d'introduction avant Éric Ciotti et Laurent Wauquiez. Vous êtes l'avenir de notre famille politique tout autant que l'avenir de la France. Bonne rentrée à tous, vive les jeunes LR, vive la République, vive la France. C'est d'abord la liberté d'entreprendre, la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression. C'est ensuite la fraternité, à savoir le respect de chacun, la solidarité envers tous. Et c'est finalement l'égalité des chances, l'égalité des sexes et la lutte contre les discriminations. Alors, faut-il y voir ici l'abandon de toute méritocratie? Est-ce que ceux qui se sont battus pour réussir autant professionnellement que personnellement ne le doivent en réalité qu'à des facteurs socio-économiques, tous corrélés en leur faveur? Finalement, n'est-ce pas ici le retour d'un déterminisme? Voilà, face à ce constat, messieurs, une France qui rentre dans la triste réalité de Stanley Kubrick, finalement, nous nous interrogeons aujourd'hui. La promesse républicaine est-elle un mythe ou une réalité? Est-elle un escalier ou un ascenseur social? Alors merci Mylène pour cette présentation. Première question, Annie. L'école est-il toujours un tremplin social selon vous? Bien, bonjour à tous. Je remercie votre talentueux président pour son invitation. Et pour l'applaudir. On entend parfois les éditorialistes sur les plateaux de télévision nous expliquer que la droite est morte, finie, dépassée. Ben moi, quand je vois votre président à la télévision, je me dis que la droite a un avenir et vous pouvez en être fier. Je me disais aussi, plaisir de retrouver Henri, avec lequel on a ferraillé pendant quelques mois sur LCI et j'ai eu beaucoup de plaisir à le retrouver. Et puis avant d'aborder le fond de votre sujet, je me faisais quand même une petite réflexion. On est dans un drôle de pays où l'homme de gauche que je suis, qui vient d'une gauche patriote, républicaine, qui aime la France, passionnément, qui défend un certain nombre de ses grands principes, à commencer par la laïcité, n'est désormais plus invité que par les partis de droite et ouvertement boycotté par des partis de gauche qui préfèrent acclamer des rappeurs antisémites, islamistes et homophobes, des terroristes palestiniens. Et donc, à ceux qui m'ont fait le reproche de venir parler devant la droite, je veux dire que je préfère venir discuter avec des patriotes de droite que de me retrouver avec des anti-républicains de gauche. Je vais encore plein d'amis, c'est formidable. Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'on part tous dans la vie avec les mêmes chances? Je ne peux pas répondre oui à cette question. Et je vais, si vous me permettez, parler de mon expérience personnelle. Je suis né dans un quartier populaire d'Avignon qui s'appelle la Reine Jeanne, de parents immigrés marocains. Ma mère était femme de ménage, mon père ouvrier agricole, et nous vivions dans des bars dans une cité délabrée où les cafards faisaient la queue leu-leu avec des rats. Et évidemment que malgré tout le sérieux et tout l'engagement qu'ont mis mes parents dans mon éducation, je ne partais pas
avec les mêmes chances que ceux qui, vivant pourtant dans la même ville que moi, sont nés dans d'autres quartiers, dans les maisons cossues, avec des parents qui étaient cadres, profession libérale. Et donc évidemment que, arrivant sur la ligne de départ, nous ne partions pas avec les mêmes attentes. Nous ne partions pas avec le même capital culturel. Nous ne partions pas avec les mêmes réseaux, les mêmes codes. Moi, la première fois que je me suis rendu compte de ça, c'est au moment du stage de 3e. Et on le dit assez peu parce que ça paraît ça, une semaine, c'est rien. Ce stage de 3e est le premier révélateur des inégalités dans notre système. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait comme stage de 3e? Je suis allé dans les snacks du quartier et je suis allé à la maison des associations du quartier et je suis allé au centre social du quartier et j'ai fait mon stage là. Et d'autres, des enfants de médecins, des enfants d'avocats, des enfants de gens un peu importants qui avaient leur place dans la petite société locale qu'est la commune, grâce au réseau des parents, grâce au carnet d'adresses, ont pu aller faire des stages qu'ils jugeaient plus intéressants. Et donc évidemment qu'il y a des inégalités. Mais face à ce constat, il y a deux solutions. Soit on se bat, soit on fait la victime. Et moi j'ai choisi de me battre. Parce que malgré ces inégalités, la chance qu'on a, et elle est extraordinaire, c'est de vivre en France. Et de vivre dans un pays qui peut permettre à qui s'en donne les moyens, la volonté et la détermination de pouvoir s'en sortir. Et c'est pour ça que, quand je vois un certain nombre d'élus insoumis venir dans cette espèce de racolage électoral absolument insupportable, assommer les gamins de nos quartiers de discours victimaires, en leur expliquant que quelle que soit l'ampleur de leurs efforts, quelle que soit la force de leur travail, ils sont condamnés à l'échec parce qu'ils vivent dans un pays structurellement raciste, islamophobe, parce que le passé colonial, parce que ceci, parce que la police raciste, parce que la justice raciste. Et eux, en ayant au préalable mis leurs propres enfants à eux, à l'abri dans les écoles qui vont bien, dans les quartiers qui vont bien. Vous avez même vu, il y a un Tartuffe qui est élu du 18e et qui a mis ses enfants à Versailles. C'est dire si on est au sommet de l'hypocrisie. Et ceux-là, en ayant mis leurs enfants à Versailles, vont voir les petits Arabes et les petits Noirs pour leur dire « Oh là là, quelle horreur, mais ce pays est horrible, et vous ne vous en sortirez pas, et votez pour nous, parce que nous, on va vous défendre. » Ces gens-là sont ignobles. Et donc moi, à chaque fois que je le peux, et j'en terminerai là, j'ai été trop long, je dis aux jeunes de nos quartiers, battez-vous, battez-vous. Préférez Rachida Dati à Daniel Obono. Préférez le combat, allez chercher vos rêves, réalisez-les, et aimez ce pays, parce que ce pays, la France, est un bon pays. Merci Amine. Du coup, est-ce que vous souhaitez compléter sur ce sujet? Ça va être extrêmement difficile de passer après ce discours enjoué de Amine qui a retourné toute une salle, ce qui montre que c'est vraiment une belle politique et que le printemps républicain a 2 jours devant lui. Je voudrais d'abord remercier Guylaine qui a fait l'honneur de venir discuter à cette table ronde. Mon parcours, moi, il est très différent de celui d'Amine. Peut-être comme certains dans la salle, j'ai eu la chance de grandir dans un cadre social plutôt privilégié. C'est une chance, c'est un privilège, il ne faut pas s'en cacher. Mais par contre, quand on a des privilèges et quand on a une chance, on a aussi une responsabilité. Et je pense que tous ici, on a grandi dans des cadres où on a vu des gens, parfois CST+, mépriser les choix politiques de ceux qui étaient en bas, mépriser la carrière de ceux qui étaient en bas. C'est aussi à ça que sert cette table ronde. La République, ça n'est pas seulement l'égalité des droits, c'est aussi une certaine forme d'organisation sociale. Nous ne croyons pas au mythe anglo-saxon du self-made man.
Nous ne croyons pas que celui qui n'a pas réussi, c'est simplement qu'il n'a pas fait assez d'efforts. Moi, je ne crois pas au concept d'ascenseur social, parce que ça supposerait que celui qui a réussi s'est contenté d'attendre dans l'ascenseur que ça monte tranquillement. Or, quand on voit les réussites individuelles, ce n'est jamais ça. Mais je ne crois pas non plus au concept d'escalier social. J'admire évidemment le parcours de la mienne, mais on est toujours tributaire d'un environnement, d'une nation dans laquelle on est, du dynamisme d'une économie. Je crois plutôt, désolé de filer la métaphore, puisqu'on est sur cette table ronde, je crois plutôt au concept d'escalator social. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement général d'amélioration du pays, de l'économie, et sur ce mouvement général s'inscrivent des réussites ou au contraire des échecs individuels. Mais le mouvement général compte énormément. Vous savez, quand pendant les 30 Glorieuses, il y a une amélioration moyenne du pouvoir d'achat de 6% par an, ça veut dire que vous pouvez doubler votre niveau de vie en seulement 15 ans de travail. Aujourd'hui, l'amélioration moyenne du pouvoir d'achat est d'1% par an. Ça veut dire que si vous voulez doubler votre niveau de vie, il faut travailler 70 ans. Donc, évidemment, je ne suis pas pour le discours larmoyant, je ne suis pas pour regarder les classes populaires avec des yeux de biche. Évidemment qu'il y a un discours responsabilisant à tenir, surtout dans un pays qui taxe presque la moitié de la richesse nationale, qui a une redistribution jamais observée dans le monde et dans l'histoire. Évidemment qu'on doit en être fier et qu'on doit le dire. Mais on a aussi une mission de faire marcher ce pays, globalement, pour que les gens qui viennent des quartiers les plus modestes s'en sortent. La promesse de l'école républicaine aussi, elle est totalement dévoyée. On a confondu, en fait, une école égalitaire avec une école non exigeante, mais c'est tout à fait le contraire. Parce que quand vous donnez un contenu éducatif exigeant aux gens, c'est précisément là qu'ils peuvent se distinguer. Quelque chose, vous savez, c'est quelque part la proposition de Condorcet. Si vous avez une école exigeante, si vous apprenez les sciences, quelque part, le fils d'ouvrier, il a autant de chances que l'enfant de CSP+. Si vous avez une école à la dérive qui n'apprend plus rien, l'enfant de CSP+, il n'a aucun problème. Il apprendra chez lui. Il apprendra chez lui, et puis comme dit Amine, il trouvera ses stages par ses parents, par son environnement social, et je pense que certains d'entre nous peuvent connaître ça. Donc, moi, je pense que la promesse de l'école républicaine, elle n'est plus tenue. Je pense qu'aussi la promesse de la République, quelque part, elle n'est plus tenue. Parce que je m'en suis référé à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On connaît toujours la première partie qui dit « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Ça, on la connaît tous. Il y a une deuxième partie qu'on connaît beaucoup moins. C'est les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. C'est-à-dire que la République, une fois de plus, c'est un mode d'organisation sociale. On ne pense pas que celui qui est le plus valorisable, c'est celui qui gagne le plus d'argent. On ne pense pas que celui qui est le plus valorisable, c'est celui qui est le plus rare sur son marché, ou qui crée le plus de valeur. Celui qui est le plus valorisable dans notre pays, c'est celui qui produit le plus de valeur pour la communauté. C'est l'infirmière, c'est le policier, c'est le professeur. Or, c'est quoi le salaire de ces gens-là aujourd'hui? Les infirmières gagnent 2 fois moins qu'en Allemagne. Les professeurs gagnent 2 fois moins qu'en Allemagne. Les policiers, c'est une catastrophe. Ils commencent à 1800 euros par mois leur carrière. Ils sont 5 fois moins payés qu'aux États-Unis, 10 fois moins payés qu'au Japon. Des millions d'heures supplémentaires à payer. Or, ce sont quand même des gens qui nous éduquent, qui nous soignent, qui nous protègent. Donc, au bout d'un moment, si on veut vraiment tenir la promesse républicaine, il serait peut-être temps qu'on rémunère un peu mieux ces gens-là et qu'on les considère un peu plus. Parce que la considération, ce n'est pas seulement la rémunération. Le professeur sous la Troisième République, c'est un notable, il est valorisé. Aujourd'hui, le professeur, il est un peu respecté par ses propres élèves, qui préfèrent 1000 fois admirer des influenceurs qui prennent 2000 euros par poste, que valoriser leur professeur, qui la plupart du temps est critiqué par leurs propres parents, comme un smicard, comme quelqu'un qui n'a pas réussi, qui est surdiplômé, mais au fond qui n'a pas compris le jeu économique. Donc c'est aussi toute une conception de l'économie, du libéralisme, que nous, ici, et vous en tant que républicains, et comme avenir politique de ce pays, vous devez vous emparer de cette question absolument. La droite ne peut pas rester dans un immobilisme sur ce sujet-là. Elle ne peut pas être à la fois libérale à l'américaine et en même temps républicaine. Il faut qu'elle choisisse la République, et la République, c'est la distinction sociale à la mesure de l'utilité commune. Voilà. Un mot sur l'école, parce que je veux rebondir sur ce que tu as dit, que je partage essentiellement, mais je pense que c'est l'un des chantiers majeurs que l'on a face à nous. Pourquoi? Et pourquoi aujourd'hui l'école n'assume pas sa mission? Malgré les moyens. Des moyens, il y en a eu énormément. On a fait le dédoublement des classes, on a fait le périscolaire, au niveau local. Moi j'ai été adjoint au maire à Avignon, on a investi des fortunes dans la rénovation des écoles, et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas?
Parce que vous avez des écoles ghetto avec un entre-soi absolument incroyable où on met les gamins d'un même quartier à 90%, moi je peux le dire, on me traitera de facho quand même, mais je peux le dire, à 80 ou 90% venant des mêmes familles arabo-musulmanes, partageant le même pays d'origine des parents, partageant la même culture, venant des mêmes catégories sociales les plus défavorisées, et on a mis tous ces enfants-là dans les mêmes écoles, et on regarde ça en s'étonnant que ça ne marche pas. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et donc, tant qu'on n'arrivera pas à atteindre un minimum de mixité, évidemment, je ne suis pas naïf, je comprends bien que les enfants des familles de Versailles ne vont pas mettre leurs enfants à Montreuil, c'est un petit peu plus subtil que ça. Mais tant qu'on n'arrivera pas au niveau local, à travers ce que les Américains ont appelé le busing, c'est-à-dire des systèmes de transport où on prend des enfants d'un certain nombre de quartiers et on les met dans des écoles qui sont un peu éloignées de l'école en REP ou en REP+, des réseaux d'éducation prioritaires. Si on ne mène pas une politique qui consiste à mettre un certain nombre d'options rares dans des écoles pour attirer des enfants venant d'autres familles, on n'y arrivera pas. Parce qu'aujourd'hui, un gamin qui naît dans un quartier populaire, qui va à l'école de ce même quartier, au collège de ce même quartier, au lycée de ce même quartier, qui vit dans un entre-soi total, qui ne côtoie que des enfants qui ont le même profil que lui, il ne peut pas s'en sortir. Moi, après, je rebondirai sur la question évidemment de la culture française, mais sur ça, sur la mixité sociale, je ne suis pas certain que ce soit une solution efficace. Je m'en réfère à la génération qui est au-dessus de moi, essentiellement des Juifs arabes qui sont nés à la Goutte d'Or ou à Créteil. Ils étaient dans un environnement plutôt homogène, avec des gens qui leur ressemblaient, qui avaient le même parcours qu'eux. Mais on était à une époque où la France, déjà, savait se respecter, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc quand elle ne se respecte plus elle-même, comment demander aux restants d'immigration de la respecter, d'abord, et ensuite, à une époque où, encore une fois, l'école était très exigeante. Moi, j'ai vu les programmes à l'époque de mes parents, probablement des vôtres aussi, en mathématiques, c'est incroyable. En première ou en terminale, ils faisaient déjà des choses qu'on fait en classe préparatoire aujourd'hui. C'était une école hyper exigeante, beaucoup plus sélective. Mon père, qui a fait un cursus de bac plus 5 en mathématiques, il a eu le bac au rattrapage. Aujourd'hui, pour ne pas avoir le bac, il faut y aller. Il faut vraiment y aller. D'ailleurs, le bac, c'est beaucoup dévalorisé. Tu sais que les gens qui ont le bac aujourd'hui, 22% d'entre eux, 10 ans plus tard, sont dans un emploi sous-qualifié. Il y a 20 ans, c'était seulement 3%. Ça veut dire que le bac ne vaut plus rien. Les gens qui ont le bac sont remplacés par des bacs plus 3, et les gens qui ont des bacs plus 3 sont remplacés par des bacs plus 5. Ce qui participe aussi au sentiment de déclassement, à la dévalorisation sociale, au non-respect de la promesse républicaine. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de surdiplômés qui sont finalement envoyés dans des bullshit jobs, entre guillemets, et qui ne sentent plus de sens à leur travail, qui ne sentent plus de progression à leur travail. Donc, pour moi, peut-être que la mixité sociale peut avoir un rôle, mais d'abord et avant tout, une école exigeante, et ensuite, éventuellement, on verra pour la mixité sociale. Je suis d'accord, mais on ne peut pas évacuer la question de l'entre-soi et de l'absence de mixité. Je vais te donner un chiffre. À Grigny, le taux de réussite au bac est de 64%. C'est quasiment 20 points de moins que la moyenne nationale. C'est pas qu'une question d'exigence. A priori, dans les établissements publics de Grigny, ils ont à peu près les mêmes cours que dans d'autres établissements. Je ne sais pas. Pas forcément. Pas forcément. Certains professeurs n'arrivent même pas à faire cours tranquillement dans certains quartiers. Ils n'arrivent pas à aller au bout du programme d'histoire parce qu'il y a certains chapitres qu'ils ne peuvent pas enseigner. Ils ne peuvent même pas enseigner la biologie parce qu'il y a des questions de religion qui empêchent de l'enseigner. Donc, je pense qu'aussi il y a une dévalorisation du savoir dans ces quartiers-là aussi. Les professeurs qu'on envoie dans ces quartiers-là, c'est aussi les moins expérimentés. Ça participe peut-être à ce mauvais système également. Non, mais on est d'accord, mais je pense quand même qu'on ne peut pas évacuer le fait que si ces gamins n'y arrivent pas, quand on prend tous les indicateurs en matière d'éducation et qu'on compare dans les statistiques du ministère les résultats obtenus en REP+,
avec les résultats obtenus dans les autres territoires, ce qu'on appelle les autres entités géographiques, les écarts sont systématiquement de 1 à 2 ou de 1 à 3. Et j'en profite aussi pour dire que, parce qu'on parle beaucoup des quartiers populaires, on oublie aussi ceux qui vivent dans les campagnes, dans les territoires périurbains et ruraux, et qui eux aussi ont des difficultés, qui ont des conséquences sur leur scolarité, des difficultés en matière de transport, des difficultés en matière d'accès à des infrastructures culturelles, de savoir, à des bibliothèques. Et donc, moi je défends aussi le fait qu'on a des millions de Français que la gauche a souvent dépeint en beaufs, blancs, racistes et fachos, partis se terrer dans les pavillons, dans les territoires périurbains et ruraux, et qui votent Le Pen, mais qui votent Le Pen parce qu'ils en ont ras-le-bol, parce qu'on les a oubliés, parce qu'on les a méprisés, parce que les services publics ont fermé, parce qu'on a fermé des desserts de bus, parce qu'on a fermé des cliniques, parce qu'on a réduit le nombre de classes, puis quand il n'y avait plus assez de classes, on a fermé les écoles. Et donc, les jeunes qui vivent et qui souvent n'ont pas de plan banlieue, n'ont pas de milliards de la politique de la ville, n'ont pas de visite ministérielle, ben, dans ces territoires-là, ils ont aussi besoin qu'on pense à eux et qu'on pense à leur avenir. Merci Annie. Pour revenir à la laïcité à l'école, à Pau, des parents d'élèves ont fait pression pour instaurer une salle de prière dans un voyage scolaire. Comment préserver l'école de cette atteinte à la laïcité? Alors vous avez vu, j'ai des mots fleuris sur le président de la République. Je vais faire une exception sur le ministre de l'Éducation nationale. Je pense qu'on peut à minima reconnaître que, et on jugera les résultats dans 6 mois, 1 an, les premiers signaux envoyés quand on a connu la couardise et la lâcheté des prédécesseurs, à commencer par M. Ndiaye, mais là aussi, le fautif, les fautifs, c'est pas eux. Le fautif, c'est le président de la République, qui nomme d'abord Blanquer pour défendre une ligne républicaine et laïque. Il le vire. Ensuite, il nomme un adepte des thèses décoloniales et racialistes. Il le vire. Et ensuite, 1 an après, il nomme un laïc qui commence par interdire la baya. Donc le responsable, c'est Emmanuel Macron. Et ne lui est pas voté. Ce sera toujours mieux pour influer sur le cours des choses. Sur la laïcité, la réalité, c'est qu'on a eu un énorme pas de vague pendant des années. Et donc, de peur de froisser, de peur d'être accusé d'être islamophobe, de peur d'avoir des problèmes dans les écoles, on a mis la poussière sous le tapis, on a demandé aux enseignants de ne pas trop réagir, on a pris les parents par le bras en disant on va s'arranger tranquillement dans le bureau du proviseur ou du directeur. Moi je porte une proposition simple que je ne suis pas seul à porter, mais qui à mon avis réglera tous ces sujets. Il ne faut pas laisser le corps éducatif enseignant dans un pays où un professeur s'est vu trancher la tête parce qu'il a montré des dessins de presse à ses élèves. Il ne faut pas laisser les enseignants en première. Moi, je suis pour que l'on signale chaque atteinte à la laïcité au procureur de la République. Et c'est au procureur de la République, au service de police, de justice, de décider si une atteinte à la laïcité mérite une poursuite ou non. C'est pas aux enseignants, parce que moi, honnêtement, je suis enseignant, j'ai Samuel Paty dans l'esprit et dans ma mémoire. Je suis dans un lycée ou un collège en REP, je tiens à ma vie. Voilà, je tiens à ma vie et je ne vais pas faire le courageux pour d'autres. Donc, on confie à la justice et à la police le soin de trancher les atteintes à la laïcité. Mickaël, pour finir sur cette question. Moi, je suis d'accord avec Camille. Évidemment, l'intervention de Gabriel Attal est beaucoup plus appréciable que celle de Pape Ndiaye, qui a été probablement un des plus mauvais ministres de l'Éducation de la Ve République, si ce n'est le plus mauvais, puisqu'en dehors de son inaction totale sur la laïcité, sa valorisation de l'éducation sexuelle à l'école, ses prises de position annexes sur CNews et autres, franchement, il nous a offert un festival de wokisme, et je pense que c'était de la stratégie de la part d'Emmanuel Macron qui avait envie d'arrimer à lui une partie d'électorat de gauche, notamment pendant les législatives. C'est une stratégie cynique qui a été destructrice. Donc moi, je suis content que ce soit rattrapé avec Gabriel Attal. On verra maintenant ce que ça donne. Après,
sur la police, on peut être d'accord, le procureur de la République. Mais quand même, le centre de tout ça, c'est le personnel éducatif. Et le personnel éducatif, ce qu'on constate dans tous les sondages, c'est que sa conception de la laïcité a évolué. Les aînés, les professeurs à l'ancienne, entre guillemets, étaient beaucoup plus respectueux d'une laïcité républicaine, c'est-à-dire qui invitait à la discrétion religieuse dans l'école. Les nouveaux, les plus jeunes professeurs, c'est une étude de la Fondation Jean Jaurès qui l'a montré, ils ont une conception beaucoup plus libérale de la laïcité. Quand on leur dit qu'est-ce que la laïcité, ils disent c'est la liberté de culte. Même pour les enfants, ah bah oui, même pour les enfants. Donc ils peuvent venir avec le voile, oui, le voile ne pose pas de problème dans la vie. Bon. Ils ne voient pas de lien entre ça et le fait que les enfants ne suivent plus les cours d'histoire, ne suivent plus les cours de biologie, que les femmes ne vont plus parfois, les jeunes filles ne vont plus dans les cours de sport. Or, c'est tout un environnement qui se crée. Et c'est pour ça que le terme de laïcité, désolé Amine, ne me semble pas toujours très juste à l'école. Parce que pour moi, il y a toute une question de culture et de civilisation. Et moi, je trouve ça un peu absurde que la laïcité et la loi de 1905 parlent toujours de religion, quand l'islam en face parle de civilisation. C'est toute une culture, c'est tout un mode de vie que l'islam charge. D'ailleurs, on parle beaucoup de religion, mais si c'était la multiplication des boubous africains à l'école, je pense que ça poserait presque le même problème. C'est-à-dire que les Français en ont marre de voir une autre culture, une autre civilisation s'installer dans leur propre frontière. C'est simplement ça. Le burkini, de la même manière, il y a toute une interprétation, est-ce que c'est un symbole musulman, pas musulman? C'est pas la question. L'abaya aussi, même débat. Est-ce que ça fait partie du Coran? Alors oui, si on s'en réfère au verset 30 qui demande aux femmes de rabattre leur grand voile sur elles, peut-être qu'on peut considérer que on ne devrait même pas rentrer dans ce débat. Ça n'est pas un symbole simplement de religion, c'est un symbole civilisationnel. D'ailleurs, le camis, il n'y a aucun doute, n'est pas un symbole religieux, ça n'est pas non plus un symbole d'oppression envers les femmes, et pourtant, il faut le dire, des enfants de 14 ans qui passent le pas de l'école de la République avec le camis, c'est un problème, que ce soit religieux ou non. Merci Michael. On arrive à la fin du temps de cette table ronde. Je pense que Amine et Michael, on peut vous applaudir très fortement. Merci d'être venus. Alors bonjour à toi, je te laisse te présenter. Oui, je m'appelle Florent Rossi, je suis adjoint au maire dans ma commune à Auribeau-sur-Siagne et président de l'association des jeunes élus de France. Alors qu'est-ce que l'association des jeunes élus de France, où on a vu le stand dans cette rentrée des jeunes républicains? Alors on est représenté dans toutes les formations politiques, on a fait la rentrée le campus des jeunes socialistes, on fait celui-ci, la semaine prochaine on sera chez Renaissance, moi à titre personnel je suis élu LR et on regroupe tous les jeunes élus qui sont âgés de 18 ans à 35 ans, qui sont élus partout sur le territoire, dans tous les partis politiques, pour promouvoir l'engagement citoyen chez les jeunes et aussi pour trouver des solutions pour mieux concilier le mandat et la vie active chez les jeunes. D'accord. Et est-ce que c'est un peu réservé qu'aux élus ou vous avez également des bénévoles ou des adhérents non élus qui s'intéressent un peu plus, qui potentiellement vont faire des futurs mandats ou se présentent à des prochaines élections ou même pas du tout dans la vie, on va dire, locale ou autre, qui sont de votre association? C'est tout l'intérêt d'être ici au campus des jeunes LR, puisqu'on a aussi beaucoup de jeunes militants qui ne sont pas élus, comme dans toutes les formations politiques. Et nous, notre objectif, c'est de susciter une envie d'engagement chez les jeunes, en leur montrant justement qu'on peut être jeune et s'engager concrètement dans un mandat. Nous, on est tous des élus locaux, hein. On a aussi des conseillers départementaux, régionaux, des parlementaires dans l'association. Et en réalité, on a un statut de bénévole qui a été créé. Donc oui, pour adhérer, il faut être élu obligatoirement. Par contre, on peut être bénévole dans notre association. C'est un nombre limité par nos statuts, mais on peut s'intéresser à l'activité de notre association et on a aussi des associations étudiantes partenaires avec lesquelles on organise des événements communs, notamment pour aller rencontrer des personnalités politiques et débattre avec elles. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette... nous le rappelons à nos spectateurs que nous sommes dimanche. La rentrée s'est déroulée aussi hier, samedi. Qu'est-ce que vous avez pensé de la journée d'hier? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous en avez pensé?
Par rapport à notre association, on a pu gagner en visibilité puisqu'on a un certain nombre de jeunes élus LR qui ne connaissaient pas notre association. Donc on en est ravis, on a eu plusieurs nouveaux adhérents et puis on a pu expliquer même aux jeunes militants l'activité de notre association, notre partenariat avec l'AMF, l'Association des maires de France, nos rencontres avec les différents membres du gouvernement. Donc on leur a montré qu'on avait des avancées concrètes. On a repris cette association avec une nouvelle équipe il y a 1 an et on avance d'une façon très efficace et on va continuer. Quel est votre objectif jusqu'à, on va dire, les prochaines rentrées politiques en 2024 ? Quels sont vos objectifs dans cette association ? Alors on travaille au quotidien avec tout le monde, avec nos membres. On a plus de 400 membres maintenant dans l'association. L'enjeu pour nous, l'année écoulée, c'était vraiment de se développer vraiment dans les territoires, de remettre à plat absolument tous les statuts, toute l'équipe, le maillage territorial. Sur l'année qui vient, on va essayer de continuer de s'institutionnaliser, on va essayer de décentraliser un maximum nos événements dans les territoires, on va essayer de créer des moments conviviaux et des rencontres politiques à Paris et en région. Et puis évidemment, l'objectif, c'est de continuer de se développer, continuer de porter des propositions concrètes au-dessus des clivages politiques, parce qu'on y arrive bien, donc il faut que ça continue. Et puis évidemment, on va essayer de renforcer le partenariat avec l'AMF qui a démarré il y a quelques mois. Et par exemple, à titre d'exemple, le 14 octobre prochain, on organise notre campus de rentrée au Conseil régional d'Île-de-France. De nombreuses personnalités politiques et des jeunes élus seront présents, des associations étudiantes partenaires également, et l'AMF qui dispensera 2 premières formations à destination des jeunes élus à la région Île-de-France à l'occasion de cet événement. Avez-vous dû aider les jeunes élus face à des problématiques d'actualité comme on a pu avoir cette année, notamment en vue des émeutes, plus récemment l'immigration venant de l'île de Lampedusa? Est-ce que vous avez eu des problématiques particulières? Vous avez dû aider de jeunes élus et comment vous avez pu accompagner ces jeunes élus dans ces problématiques? Alors nous, la particularité de notre association, c'est qu'on essaye parce qu'on est tous des engagés et on l'a au cœur, on a nos convictions au cœur, mais on essaye de pas faire de trop de politique. Donc on va pas forcément zoomer sur une thématique d'actualité, qu'il s'agisse des migrants à Lampedusa, qu'il s'agisse évidemment des émeutes ou qu'il s'agisse même d'autres sujets, sur l'insertion professionnelle des jeunes, sur tout un tas de sujets. Nous, on essaye de ne pas prendre de position partisane. Par contre, oui, c'est arrivé pendant les émeutes, par exemple, en France, que l'on publie un communiqué transpartisan pour condamner les violences contre les élus locaux. Et puis on le sait, Vincent Jeanbrun qui avait été lâchement agressé, intimidé avec, je rappelle pas l'épisode, mais l'attaque à son domicile qui était abominable. Et en fait, on essaye quand même, oui, d'accompagner les jeunes élus dans leur mandat, mais ça va plus être sur les sujets de la formation, ça va être évidemment sur le sujet des difficultés dans le mandat. Je te donne un exemple concret. Quand on a un jeune élu qui nous dit, et c'est arrivé, j'ai du mal à voir comment commencer mon conseil municipal des jeunes, comment le créer au sein de ma commune. On est les premiers à l'accompagner, à faire une visio, à l'avoir au téléphone et à dire voilà avec qui on peut te mettre en relation. Donc notre association, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est du réseau. C'est l'échange de bons procédés, de bonnes idées de ce qui fonctionne dans les collectivités des uns et des autres. Et oui, on peut s'inspirer de ce que font les collègues jeunes élus dans leur mairie, dans leur département, dans leur région pour faire la même chose chez soi. Est-ce que vous auriez un petit message de fin pour convaincre les jeunes élus de rejoindre votre association ? Je pense qu'il faut être convaincu de rejoindre notre association parce qu'elle a un intérêt énorme. On est la seule association en France qui regroupe des jeunes élus au niveau national de tous les clivages politiques. On est la seule association de jeunes élus qui avance et qui s'institutionnalise avec des partenariats concrets. La région Île-de-France qui nous accueille pour notre campus, des aides financières qui sont arrivées et qui continueront d'arriver via nos projets, le partenariat officiel avec l'Association des maires de France. On est représenté au COJ, c'est le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse à Matignon. On a 2 sièges donc où on peut porter des sujets, ça concerne notamment l'insertion professionnelle. Donc oui, évidemment que rejoindre la GEF, ça a un intérêt énorme pour la simple et bonne raison que c'est la seule association de jeunes élus en France qui est transpartisane et qui travaille au quotidien, qui accompagne le jeune élu dans son mandat et qui résonne au-delà des clivages mais dans une super ambiance. Et vraiment, ça je tiens à le souligner et à remercier tous les membres qui composent l'association, c'est que malgré nos différences politiques, on arrive à garder une très bonne cohésion et une très bonne entente entre tous.
Eh ben, merci beaucoup pour cette micro-interview. Merci d'avoir répondu clairement aux questions et on espère que ça convaincra certains jeunes élus de vous rejoindre. Nous n'hésiterons pas à mettre vos liens sur les réseaux sociaux et sur votre site web si vous en avez un. Voilà, on espère que ça aidera les jeunes élus parce qu'il en faut. Bien sûr. Merci bien. Merci beaucoup. L'enjeu est donc majeur, il est crucial, il est aussi politique, puisque dans un récent sondage réalisé par Kantar pour Écologie Responsable, 75% des sympathisants de droite se disent inquiets du changement climatique. Ils sont même 79% à penser que le gouvernement n'agit pas assez sur ces questions de changement climatique. La droite a donc toute sa légitimité à parler écologie. Dès lors, on insiste dans le débat public à l'émergence d'un débat profond que nous proposons aujourd'hui, celui de la croissance, celui de la décroissance. Coupable ou quelle solution pour continuer dans ce milieu? Ainsi, la première question que je peux vous poser aujourd'hui, monsieur Eval, si vous voulez commencer à répondre, la petite première question rapide, pour vous situer, pensez-vous que l'on peut allier écologie et croissance économique? Bien sûr. Bien sûr. Se battre contre le réchauffement climatique, c'est vouloir une politique industrielle ferme et définitive sur la base des instruments énergétiques bon marché que le passé en est. Le problème aujourd'hui, c'est que on peut constater que nous sommes à un moment de révision. C'est vrai que les écologistes, d'une certaine manière, comme parti, ont posé des questions, les politiques ont apporté des solutions dont on découvre qu'elles sont erronées. Réduire le droit nucléaire pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est une erreur qui coûte extrêmement cher. Vous vous posez la question, pourquoi est-ce que nous, à droite, on ne peut pas être écologiste? Mais je trouve que vous avez vraiment une drôle de question. L'écologie, elle n'est ni de droite ni de gauche. L'écologie, elle relève de conditions, elle relève de problèmes à traiter, mais qui sont ni à droite ni à gauche. Par contre, il y a deux manières de les traiter. Il y a la manière de gauche et la manière de droite. La manière de gauche, ça consiste à faire de ces problèmes des questions morales. Ça consiste à transformer les questions écologiques en grandes causes. Il y aurait une légitimité plus forte que les nations, plus forte que les États, et qui, en ce nom, permettrait de les affaiblir. Vous avez une autre vision écologique qui consiste à s'interroger comment les problèmes écologiques sont susceptibles de renforcer la nation, sont susceptibles de promouvoir, de permettre la promotion de l'intérêt national et d'intégrer les questions écologiques dans la promotion de l'intérêt national. Ça, c'est la vision de droite. C'est la vision réaliste, c'est pas la vision morale de la gauche. Bon. Les livres sauveront le monde et le vôtre, j'en suis sûr, cher François Eval, est terrible. Effectivement, invitons tout le monde à lire ces livres. D'abord, en introduction de mon propos, je voulais vous remercier de votre chaleureuse invitation. Vous le savez, je viens de la gauche, donc c'est très aimable à vous et c'est signe, disons, de la volonté de pluralisme qui existe à droite et qui est, je crois, important de le saluer. Donc je vous remercie beaucoup de votre invitation. Ensuite, pour faire écho à ce que disait François Eval sur l'écologie ni de droite ni de gauche, l'écologie de gauche ou de droite, s'il y a peut-être un message qui me paraît important à vous faire passer aujourd'hui, c'est précisément qu'il ne faut pas laisser l'écologie à la gauche, à une certaine gauche, devrais-je dire,
à savoir la gauche bobo, woke, urbaine, la gauche de Madame Rousseau, la gauche des maires écolos des grandes villes, parce que ces gens-là sont effectivement des fossoyeurs de l'écologie et non d'écolos que de nom. Donc il faut en commencer par là, dire que ces gens-là ont confisqué le sujet écologique, que les gens, les électeurs de Grenoble, de Bordeaux, de Lyon, qui, avec une certaine honnêteté intellectuelle d'ailleurs, votent pour des édiles écologistes, se disent, eh bien voilà, je mets mon bulletin dans l'urne pour interdire la planète, pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, et puis se retrouvent avec des pistes cyclables non genrées, des toilettes sèches à tous les coins de rue, et des rues et d'entrée de poubelles. Donc si vous voulez, je dis qu'il y a un problème quelque part. Moi je dirais que l'écologie a quand même une couleur de l'idéal, que je qualifierais de conservateur. Et dans ma bouche, ce n'est pas un grand mot d'être conservateur. Je pense que l'écologie, c'est la conservation. C'est la conservation d'un bien commun le plus précieux, notre planète. La conservation d'un bien commun le plus précieux, notre planète. Et de la même manière qu'il y a des conservateurs du patrimoine, moi je suis vraiment un grand défenseur du patrimoine bâti, du patrimoine monumental, il y a des conservateurs de la biodiversité, de la nature, de nos fleuves, de nos rivières, de nos forêts, et tout ça est un continuum. Se revendiquer progressiste à tout prix, être comme le sont les écologistes pour tous les progrès, même les plus farfelus, progrès je mets des guillemets, et dans le même temps, si vous voulez se revendiquer écologiste, me paraît à tout le moins contradictoire. Donc je pense qu'il y a un espace pour une écologie conservatrice et un espace pour une écologie à la française. On parlait du nucléaire il y a un instant, je partage ce qui vient d'être dit, le parc nucléaire est un atout qu'il convient d'entretenir, de façonner, dans lequel il convient d'investir. L'écologie est aussi un outil au service de la puissance nationale, c'est ça qu'il faut dire aussi. C'est Arnaud Montebourg, que je cite souvent et que j'apprécie aussi pour ses travaux là-dessus, qui parlait du progrès en France, qui parlait aussi d'une écologie au service des intérêts nationaux. Donc moi, à la décroissance, je préfère une croissance éthique, patriotique, avec le produire en France, de la recherche et développement, de l'innovation, des recherches fondamentales pour que nous soyons dotés d'une vraie puissance écologiste, mettre en place des industries vertes, relocaliser les activités productives. Ça, c'est un acte écologique. Plutôt que d'aller acheter via Amazon ou d'importer toutes nos matières premières à l'autre bout du monde et d'avoir des ports de conteneurs immenses qui croisent dans toutes les mers du monde, qui polluent, qui désindustrialisent notre pays, qui nous appauvrissent, eh bien si on relocalise les activités productives eh bien, dans nos territoires, non seulement nous faisons de l'emploi, non seulement nous refaisons du lien social, nous remettons en place des bassins de vie, et en plus, c'est bon pour la planète. Donc c'est ce genre de combat-là, à mon avis, qui doivent être portés par une écologie à la hauteur des enjeux. Merci beaucoup. Derrière la question de la croissance, est-ce qu'il n'y a pas finalement une question de la culpabilisation? La décroissance étant la conséquence logique de notre culpabilité, et donc elle se traduit par des politiques publiques de plus en plus contraignantes, par des politiques publiques de plus en plus impopulaires. Et d'ailleurs, dans un récent sondage Ipsos d'avril 2023, 37% des Français peuvent être considérés comme climato-sceptiques, c'est un bond de plus 10%. Donc, est-ce que quelque part, cette culpabilité permanente et ces contraintes sur le citoyen ne sont pas contre-productives pour le combat climatique parce qu'elles arrivent à faire de citoyens qui, de prime abord, ne sont pas contre le climat, des citoyens climato-sceptiques parce qu'on est venu les contraindre? Il y a un peu deux sujets dans votre question qui sont intéressants. Le premier, c'est l'écologie punitive. Le mot est un peu galvaudé, mais bon, puisqu'on l'utilise, je l'utilise aussi. Et effectivement, c'est un véritable repoussoir à l'écologie. On se souvient des Gilets jaunes. Bon, s'il faut se mettre à la place 5 minutes de la classe moyenne française, ou des gens qui habitent dans des territoires ruraux, on demande systématiquement des efforts eux-mêmes, quand dans le même temps, on ne fait rien effectivement sur la démographie, qui est un vrai sujet écologique, sur le commerce mondial, sur toutes sortes de sujets qui ont un impact beaucoup plus fort sur les politiques écologiques que d'aller casser les pieds à des gens dans leur village, dans leur commune, en leur mettant des éoliennes à 500 mètres de chez eux, faisant par là même baisser la valeur des camions de 50%. C'est pas écologique. Donc cette forme d'écologie-là ne fonctionne pas. Donc effectivement, il faut en revenir à une écologie des projets qui embarque toute la société, y compris les catégories populaires, et ça me paraît un combat fondamental.
Moi, je pense que, à l'heure où on s'interroge sur le spirituel, sur les transcendances de notre société, si on coupe l'idée de progrès, de génie humain, de conquête spatiale, d'immensité, de croissance, on coupe avec ce qui nous reste aussi de spirituel et de transcendance dans l'humanité. Donc je pense qu'on ne peut décemment pas offrir comme modèle à l'humanité celui de la décroissance affirmée. Ça me paraît pas possible, au plan anthropologique. Dans le même temps, et là je vais faire un peu mon macroniste de service, je vais dire en même temps, on dirait l'autre, une croissance seulement basée sur la rentabilité à tout va, sur des biens et services produits toujours plus en grande quantité, sans se soucier de ce que l'on produit, de pourquoi on le produit, de quelle est la valeur sociale, environnementale que l'on produit, me paraît à tout le moins faible comme projet de l'humanité. Voilà. Construire une sorte de stupidité, des coques pour iPhone par million en Asie et les importer à 3 dollars en ayant des enfants de 5 ans ou 10 ans qui les produisent, moi je trouve que ça c'est l'excès de la mondialisation et je trouve que ça n'a rien à voir avec l'essence même économique du gaullisme tel qu'on le considère, avec sa vocation éthique, le capitalisme paternaliste, toutes ces choses-là. Donc je pense qu'on se trompe en consacrant une croissance, comment dirais-je, non vertueuse, non organisée, sans penser à l'état stratège et sans penser à des choses qui aussi nous raccorderont à l'écologie, l'environnement, l'éthique. Donc je pense qu'il faut essayer de trouver un modèle de croissance à la française, si je puis dire, dans lequel on arrive à ouvrir une voie, à ouvrir des perspectives pour le monde. Alors on a su le faire au XVIIIe siècle, on a su le faire au XIXe siècle, on a su le faire au XXe siècle avec De Gaulle. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'au XXIe siècle on serait pas en mesure d'ouvrir une voie pour le monde. Merci. Monsieur. Nous, le discours que nous tenons là, dans la banlieue de Valence, vous pensez qu'on tient à Pékin? Vous pensez qu'on tient à Tokyo? Vous pensez qu'on tient à New Delhi? Et c'est un discours qui ne nous intéresse que nous, là-bas. C'est-à-dire toute l'humanité future ne pense que présent. Et elle pense croissance et elle pense puissance. Or, le discours que vous appelez des écologistes punitifs est un discours de l'impuissance. Est un discours qui vise, dont le résultat concret est de réduire et de condamner, de couper les forces du pays. Donc le problème de l'écologie pour la droite, c'est le problème de comment concilier cette révolution du climat avec le maintien et peut-être l'augmentation de la puissance qui est la condition de la nation et de sa souveraineté. Donc voilà, vos sujets, ils sont formidables, ils sont devant vous, et vous avez tous les instruments pour les traiter. Il n'y a pas honte. Les choses, reprenons les choses simples. La politique, c'est le débat sur l'intérêt national. Et c'est le débat sur l'intérêt national dans le sens de la puissance. Oui, et aujourd'hui, ce qui caractérise précisément ces débats écologiques, c'est qu'ils sont des instruments pour éloigner, pour effacer la question nationale. Votre devoir, votre obligation, c'est de replacer la question de l'intérêt national au centre et d'y intégrer les questions écologiques dans la mesure où elles sont des fonctions de la puissance. Oui, puis je voudrais rebondir sur la notion de puissance parce qu'elle est extrêmement importante. Bien sûr, la puissance d'une nation, a fortiori la nation française, ne se réduit pas à l'écologie. Cependant, je pense qu'on peut faire une grande puissance écologique. Et que l'écologie, si ce n'est pas effectivement l'écologie des petites mesures, l'écologie, comme on le disait tout à l'heure, des grandes villes, je pense qu'on peut mettre en place une écologie qui soit un facteur supplémentaire de la puissance nationale. Un exemple que je cite quelquefois, si on investit 2% du PIB dans la recherche et développement, on peut créer, en matière d'écologie, on peut créer jusqu'à 500 000 emplois. Et de la même manière, lorsqu'on réindustrialise des territoires, un emploi industriel crée 4, 5 emplois à côté. Ce qui fait que si nous réindustrialisons,
Si nous refaisons en sorte d'avoir du produit en France, eh bien, par là même, on ressuscite une puissance qui, malheureusement, avec la tertiarisation, avec des choix assez délétères des années 80, nous a mis dans le rouge cruellement. Et on l'a vu pendant la période de Covid où on courait les Doliprane et les masques comme si c'était l'or des pionniers américains. Donc c'est pas raisonnable de penser comme ça. Donc je pense que l'écologie est une très grande ambition économique, sociale, politique. Et ensuite, pour ce qui est de ressusciter la puissance française, là c'est plein de facteurs. C'est probablement le nucléaire. C'est probablement notre diplomatie, c'est probablement notre armée dans laquelle nous avons sous-investi depuis trop longtemps. C'est probablement un autre rapport, à mon sens, aux institutions européennes. C'est tout ça la puissance, et multifactorielle, ce qui fait la puissance de la France. Mais il ne faut pas que l'écologie soit un frein. Il faut que l'écologie soit un élément au service de cette puissance. Et je me désole que l'écologie telle qu'on la considère dans l'Union européenne soit plutôt un facteur de déclin aujourd'hui. On le voit par exemple sur les véhicules électriques, avec la grande réforme de la fin du moteur thermique en Union européenne, on est en train de s'aborder toute notre industrie automobile, de la mettre dans le rouge à court terme, parce qu'effectivement, vous le rappeliez fort justement, en Chine, en Inde, chez Tata, ou toutes ces choses-là, eux, ils ne vont pas arrêter de produire des moteurs thermiques, parce que nous, les Européens, voilà. Donc on va être inondés de moteurs thermiques étrangers, le marché de l'occasion va être surdéveloppé, et les constructeurs français vont se casser la figure. Donc, avec toutes sortes de mesures de ce type-là, la Commission européenne propose absolument n'importe quoi en matière écologique et affaiblit durablement la France. Alors que le rôle de l'Union européenne, ça devrait être un formidable pourvoyeur d'investissements verts. La Banque centrale européenne, elle ne devrait pas nous embêter pour les 3% de déficit, elle devrait être au service d'investissements verts, d'investissements tout court d'ailleurs. Elle devrait être au service de nos investissements, de nos grandes entreprises, de la compétitivité, créer des géants européens, se battre contre les GAFA. Vous prenez les big tech dans le monde, les 10 plus grandes entreprises de technologie du monde, il n'y en a pas une qui est européenne. Pas une, zéro. Donc, à un moment donné, le débat sur la puissance, il est absolument fondamental, et qu'on ne me fasse pas croire qu'une politique écologique, une bonne politique écologique, serait un frein à la puissance nationale. Bien au contraire. Après, ça demande un peu d'ambition, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le président de la République en manque singulièrement, et qu'il préfère suivre le dogme de Mme von der Leyen, sa responsable en chef, plutôt que réfléchir à l'intérêt de son pays dans une posture gaulienne. Et moi, ça m'agace beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que cette question de la puissance nous pose les deux grands enjeux du changement climatique, c'est l'adaptation et ou l'atténuation. Grosso modo, on doit soit atténuer le changement climatique, donc là faire des efforts pour réduire notre empreinte sur la planète et éviter le réchauffement climatique. Et là, une grande partie de la gauche et de l'Europe justement se positionne là-dedans par la décroissance pour arrêter d'influer le climat. Et la deuxième partie, c'est l'adaptation. C'est comment est-ce qu'on trouve des solutions pour s'adapter au changement qui aura lieu quoi qu'il arrive, parce que nous serons pour les plus 1,5 degrés, on les dépassera évidemment, tous les espoirs des COP sont là. Et pour l'adaptation, il faudra évidemment de l'innovation, de la recherche et de la croissance. Donc, quelque part, comment est-ce que le personnel politique français que nous voulons être peut se positionner sur l'adaptation par la croissance et la puissance et délaisser ce que l'Union européenne et ce qu'une grande partie de la gauche a réussi à imposer par l'adaptation seulement? C'est probablement, effectivement, il faut marcher sur les deux jambes. En cela, je crois que l'État stratège est notre meilleur ami, que la planification écologique que Emmanuel Macron a reprise à Mélenchon, qui lui-même s'inspirait du commissariat au plan jadis, qui existait d'ailleurs aussi sous De Gaulle, me paraît être une bonne option, une bonne méthode. Il y avait une bonne méthode. Sur les mesures d'adaptation au changement climatique, ça c'est des investissements, c'est de l'innovation, c'est des entreprises innovantes qu'il faut aider, c'est des codes d'innovation qui dépendront de nos grandes écoles, de nos universités, et tout ça, effectivement, ça ne doit pas être du financement public balancé à tout bas, ça doit être des financements mis en place, structurés pour innover. Et puis après, on le voit effectivement chez nos amis dans nos pays-là, par exemple, avec la construction de digues, on le voit en Espagne avec les usines de désalinisation des eaux. Donc tous les pays d'Europe et tous les pays du monde sont amenés à s'adapter très concrètement au quotidien au changement climatique. Ces mesures d'adaptation, elles passeront probablement effectivement par deux choses, l'innovation et une action publique concertée avec aussi de la démocratie écologique. Là, c'est une petite parenthèse, mais on construit souvent les politiques écologiques dans le dos des peuples,
Et ça suffit. Il faut le faire avec l'école, c'est très important. Ensuite, sur l'atténuation du phénomène, effectivement, ça aussi c'est de la recherche et développement, c'est de l'innovation, c'est des grandes politiques de reforestation en France, c'est des autoroutes de biodiversité pour que la biodiversité puisse vivre. Moi j'habite dans les Deux-Sèvres par exemple. La maison est dans les Deux-Sèvres, et là c'est une plaine, vous savez, c'est des grandes plaines comme dans la Beauce, où vous avez l'agriculture la plus extensive pour être glyphosate sur des dizaines de kilomètres, bon, et vous avez les éoliennes à côté. Je me dis, il n'y a rien qui va. Bon. Les éoliennes et le truc, et les villes moyennes qui sont dépeuplées. Moi j'habite dans un écosystème qui est l'exemple même de ce qu'il ne fallait pas faire plus de 30 ans. Et bien dans ces territoires-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas jouer les écolos de pacotille à Sainte-Soline en caillassant les flics. Il ne faut pas faire ça. Il faut réfléchir durablement à la façon dont on peut réfléchir à l'agroécologie. Comment est-ce qu'on peut modifier les choses avec les agriculteurs, pas contre eux. En mieux, les agriculteurs, ils sont avec nous. C'est eux qui nous nourrissent, c'est eux qui font nos souverainetés alimentaires. Ce n'est pas des ennemis de l'économie, les agriculteurs. Donc il faut les aider. Et effectivement, les accompagner. Moi, je discute avec beaucoup d'agriculteurs, même s'ils ont beaucoup d'hectares et des machines modernes, ils ont envie de travailler aussi comme travailler à certains égards leurs grands-parents sur, par exemple, vous savez, les haies pour que les oiseaux puissent les nidifier, pour qu'il y ait du patrimoine naturel, pour qu'il y ait des écosystèmes qui soient préservés, pour que les nappes phréatiques ne soient pas pourries avec tout ce qu'on est dedans. Donc, il y a aussi un effort collectif à mener. Et cet effort, il sera mené, bien sûr, par les agriculteurs, par l'État, par les particuliers. Mais moi, je pense vraiment que, et ça reboucle avec notre discussion du début, pour atteindre ce but, il faut sortir d'une forme de dogmatisme sur ce plan, dans la grande confrontation, par exemple pour la paysannerie, entre la Confédération paysanne d'une part qui ne jure que par la décroissance, et la FNSEA d'autre part qui dit tout va très bien, Madame la Marquise, on n'a pas qu'on continue. Les amis, réfléchissons à autre chose. Essayons de trouver une autre voie entre les deux. Et je crois que c'est ça l'avenir de l'agriculture, et que ça dépendra aussi, ça c'est mon côté un peu décentralisateur. Alors, j'ai quelques amis ici qui sont un peu jacobins, Benjamin Morel, Henri Guénaud, donc je vais faire attention à ce que je dis. Mais moi je pense que l'approche de l'écologie chémantique est une bonne approche, et qu'il faut faire aussi confiance aux énergies qui existent dans les régions, dans les provinces, et pas tout faire descendre de l'État central.
Et vous voyez, si nous sommes tous là avec vous aujourd'hui pour travailler sur le fond aux côtés de Guilhem Carpillon, eh bien c'est aussi grâce à lui. Donc vous allez l'applaudir à nouveau et lui passer la parole. Merci. Merci pour votre accueil. Merci d'être là. Merci d'être engagé. Merci quelque part de porter l'espérance. Je veux saluer bien sûr Guilhem, toute l'équipe du Bureau national autour de lui, qui a organisé ce campus. Je suis fier que vous soyez là. Notre famille politique est fière que vous soyez engagés, mobilisés, que vous soyez tout à la fois ces militants des Républicains, mais bien au-delà, ces militants de l'espérance pour la France. Oui, vous êtes des militants de la France, vous êtes l'avenir de notre famille politique, vous êtes l'avenir de notre pays. Ces 2 journées sont tournées vers les débats, vers les idées. Je veux refaire des Républicains un parti d'idées, un parti qui porte, oui, des idées neuves, qui parle à la jeunesse, qui parle à toutes les catégories sociales, qui parle à tous les territoires, qui ne soit pas simplement le reflet d'une France qui se porte bien dans quelques petits territoires, mais qui soit la voix d'une France qui se veut grande, qui se veut ambitieuse, qui se veut audacieuse. Et c'est la jeunesse qui porte ces valeurs, qui porte cette espérance. Alors nous travaillons dur, nous avons porté des débats, nous avons mis en œuvre des outils, nous le ferons encore cette semaine, vous le verrez, pour porter au plus haut niveau le débat d'idées, le projet, les idées qui doivent apporter des réponses à un pays aujourd'hui qui se porte mal, à un pays dangereusement engagé sur la voie du déclin, du déclassement, dont la voie internationale, nous le mesurons en Afrique, est en train de s'éteindre, dont la situation budgétaire en termes de finances publiques nous place parmi les plus mauvais élèves de l'Europe. Un pays qui ne sait plus protéger ses concitoyens. Nous le voyons avec le développement de l'insécurité, et cette table ronde va y être consacrée. Un pays qui ne sait plus choisir et décider de qui il veut accueillir pour faire nation, comme ce fut le cadre du débat avec André Guénaud et Benjamin Morel, que je salue. Alors oui, nous sommes au cœur de ces enjeux et nous devons y répondre. Nous devons y répondre dans l'indépendance, dans la fidélité à notre histoire, celle d'un parti qui a écrit les plus belles et les plus grandes pages de l'histoire de France contemporaine. Nous avons devant l'histoire une responsabilité. Elle réside dans nos valeurs, celles qui sont les plus puissantes pour redresser la France. Elle réside dans nos racines, partout sur les territoires. Elle réside dans nos élus. Et je les salue ici avec le député Yann Boucard, avec la sénatrice Alexandra Borchio, avec tous ceux qui vont nous rejoindre ici à Valence, dans la ville de Nicolas d'Aragon, que je salue avec amitié. Alors oui, tout cela nous donne de l'espérance. Nous sommes engagés, nous sommes déterminés, et nous n'avons aucune autre place que la première. Et c'est à cette première place que je veux vous conduire, dans l'unité, le rassemblement, mais aussi dans la volonté de porter des idées fortes, des idées qui tournent le dos à l'eau tiède, des idées qui sont pour relever la France à la hauteur des défis qui nous attendent. Bye.